Alors, dans cette vidéo, nous allons étudier les notions de surplus et de gain à l'échange. On verra qu'il existe différents surplus, le surplus du consommateur, le surplus du producteur et la somme des deux, le surplus de la collectivité. Et nous allons relier cela à la notion de gain à l'échange. Alors, qu'est-ce que le surplus du consommateur? Eh bien, en fait, c'est tout simplement la différence entre le prix auquel l'acheteur est prêt à payer et le prix du marché. C'est tout bête. Imaginons qu'il y a un nouvel iPhone qui vient de sortir. Vous êtes prêt à mettre 1500 euros dans cet iPhone. Finalement, vous voyez que le prix de ce nouvel iPhone est juste de, enfin juste entre guillemets, de 1200 euros. Vous étiez prêt à mettre 1500 euros. Finalement, vous payez 1200 euros. Eh bien, la différence est 300 euros en fait que vous avez économisé. On appelle cela le surplus du consommateur. Alors, on va voir ça graphiquement. Donc, on fait apparaître bien évidemment nos courbes de demande, décroissantes en fonction du prix, d'offres, croissantes en fonction du prix. Dans le cas présent, nous avons donc notre point à l'équilibre qui correspond à l'intersection de la courbe de demande et d'offres, qui présentement correspond à une quantité de 8 pour un prix de 40. Alors, pour mieux comprendre cette notion de surplus de consommateur, nous allons prendre quelques exemples. Imaginons donc que vous êtes un consommateur et vous êtes prêt à payer 65. Je rappelle que le prix à l'équilibre est de 40, ce qui signifie que vous allez payer réellement, concrètement, 40. Vous allez payer 40, vous étiez prêt à payer 65. Vous économisez tout simplement 25. Deuxième exemple, vous étiez prêt à payer 55. Le prix du marché est de 40, vous allez donc économiser 15. Troisième exemple, vous étiez prêt à payer 45. Le prix du marché est de 40. Dans le cas présent, vous allez économiser 5. Alors évidemment, si vous étiez prêt à payer 40 et que le prix du marché est de 40, là, vous n'économisez rien du tout. Vous payez ce que vous aviez prévu de payer. Bien évidemment, si vous aviez prévu d'acheter à un prix inférieur à 40, c'est pas possible. Si le prix du marché est de 40, vous ne pouvez pas acheter à un prix inférieur. Eh bien en fait, ce que nous venons de mettre en évidence correspond tout simplement au surplus du consommateur, le triangle bleu qui vient d'apparaître. De la même manière, nous pouvons nous placer du côté du producteur. Dans le cas présent, le surplus du producteur, c'est tout simplement la différence entre le prix du marché et le prix auquel le vendeur est prêt à vendre. Imaginons, vous avez un vieil iPhone, vous avez envie de le vendre, vous aimeriez bien par exemple en retirer 200 euros, vous décidez de le mettre aux enchères sur un site internet bien connu et finalement il part à 250 euros. Donc on voit que au début vous disiez 200 euros c'est bon, je le cède, et le prix final est 250. Vous l'avez vendu 50 euros de plus que ce qui était prévu. Eh bien cela correspond au surplus du producteur. Alors de la même manière, on va prendre quelques petits exemples concrets. Je rappelle, dans le cas présent, bien évidemment, le prix du marché est de 40. Si on a un producteur qui était satisfait de vendre à 13, alors que le prix du marché, bien évidemment, est de 40, finalement, il va vendre 27 au-dessus de ce qu'il espérait. Si un autre producteur se disait que vendre à 24, bien évidemment, lui suffisait, et que le prix du marché est bien évidemment toujours de 40, il va vendre 16 au-dessus de ce qu'il anticipait, de ce qu'il voulait en fait. De la même manière, si un producteur voulait vendre à 32 et que le prix du marché est de 40, il va vendre 8 au-dessus, bien évidemment, du montant auquel il était prêt à céder son bien. Et s'il était prêt à le vendre à 40 et que le prix du marché était à 40, là ça ne va pas changer grand-chose. Bien évidemment, s'il voulait vendre son bien au-dessus de 40, sachant que le prix du marché est de 40, là techniquement c'est pas possible, il n'y aura pas de vente possible. Donc là, nous venons tout simplement de faire apparaître en jaune le triangle qui correspond au surplus du producteur. Le surplus de la collectivité, c'est tout simple. C'est en fait la somme entre d'un côté le surplus du consommateur et d'un autre le surplus du producteur. A noter que les surplus constituent une mesure du gain à l'échange, c'est-à-dire de l'avantage que vont retirer les intervenants en effectuant cet échange. N'oubliez pas qu'on ne peut pas utiliser la force ou la contrainte, on ne peut pas forcer un individu à acheter ou à vendre. Donc s'il le fait, c'est qu'il va en retirer un gain.
que ce soit du côté du consommateur, une certaine utilité, ou du producteur, un certain profit. Bien évidemment, plus les surplus consommateurs, producteurs et globalement de la collectivité sont élevés, plus les gains à l'échange sont également élevés. On remarque que les gains à l'échange sont maximisés, autrement dit qu'ils sont les plus élevés possibles, sans qu'il y ait une intervention des pouvoirs publics. Alors justement, comment évoluent les gains à l'échange quand les pouvoirs publics interviennent? On va prendre un exemple concret qui va nous permettre justement de pouvoir vérifier que lorsque les pouvoirs publics interviennent, on ne va pas aboutir à une situation optimale en termes de gains à l'échange. Donc on remet bien évidemment nos axes, abscisse, ordonnée, notre courbe de demande qui est décroissante en fonction du prix, notre courbe d'offre avant la taxe qui est croissante en fonction du prix. On a toujours notre prix et notre quantité à l'équilibre, une quantité de 8 et un prix de 40. Donc là, on a dit, on met en place une taxe sur les producteurs. Attention, parce qu'on peut aussi la mettre sur les consommateurs. Donc on met en place la taxe sur les producteurs. Comme c'est une taxe, bien évidemment, sur les producteurs, on va avoir un déplacement de la courbe d'offre vers la gauche. Alors pour le déplacement des courbes, je vous renvoie aux vidéos correspondantes, notamment sur l'offre. Donc on va avoir une nouvelle courbe d'offre que j'ai voulu noter OT, qui correspondra donc à la nouvelle courbe d'offre après taxe. Qui dit bien évidemment nouvelle courbe d'offre après taxe, dit que l'on va avoir un nouveau point d'équilibre dans le cas présent. Alors un nouveau point d'équilibre qui correspondra à une quantité échangée de 4 et à un prix de 55. Ce prix de 55, cela va correspondre en fait au prix qui sera payé par les consommateurs. Bien évidemment, les producteurs ne vont pas percevoir 55. N'oubliez pas qu'il y a une taxe, d'accord, Les producteurs, eux, vont percevoir 24. Donc simplement pour trouver le montant que perçoivent les producteurs, c'est pas compliqué. On se place aux quantités à l'équilibre. Ici, on est à 4 et on regarde le point d'intersection avec la courbe d'offre avant taxe. Et on voit que ça correspond à un prix de 24. Donc, une fois qu'on a la taxe, les consommateurs payent 55. Les producteurs, eux, perçoivent 24. Le différentiel, la différence entre les deux, 31 en l'occurrence, c'est tout simplement le montant de la taxe qui est perçu par les pouvoirs publics. Alors dans le cas présent, comment va-t-on voir évoluer le surplus du consommateur? Pour un prix de 65, autrement dit, si on avait un consommateur qui était prêt à payer 65, dans le cas présent, on a dit que les consommateurs allaient s'acquitter, allaient payer 55. Donc il est prêt à payer 65, il paye 55, finalement il a un surplus de 10. S'il était prêt, le consommateur, si un autre consommateur était prêt à payer 62 et qu'il, bien évidemment, ne s'acquitte que de 55, puisque c'est le nouveau prix payé par les consommateurs, il aura donc un surplus de 7. S'il voulait payer 55, sachant que le prix payé par les consommateurs est de 55, bien évidemment, dans le cas présent, il n'y aura pas de surplus. Si le consommateur voulait payer moins de 55, ici, ça ne sera pas possible, bien évidemment, puisque le prix dont on doit s'acquitter pour pouvoir acheter le bien donné est de 55. Donc, on vient de voir apparaître à l'écran le nouveau surplus du consommateur. Vous voyez qu'il n'est pas bien grand. D'un autre côté, on va faire la même chose en se plaçant au niveau du producteur. Si un producteur était satisfait de vendre son bien à 13, alors que, je le rappelle, dans le cas présent, le producteur va percevoir 24, finalement il va dégager un surplus de 11. Si vendre son bien à 13 lui suffisait, sachant que le prix perçu par les producteurs est de 24, il va donc dégager un surplus de 7. S'il voulait le vendre à 24, il ne va dégager aucun surplus. Bien évidemment, si vous voulez le vendre à un prix supérieur à 24, c'est pas possible, puisqu'en rajoutant la taxe, après on dépasserait les 55, donc ça ne marche pas. Donc là, vous venez de voir apparaître à l'écran le surplus du producteur. Remarquez qu'il a aussi un petit peu rétréci. Bien évidemment, quand on fait la somme du surplus du consommateur et du producteur, on a toujours notre fameux surplus de la collectivité. On voit que la différence entre le prix de 24 et le prix de 55, en allant jusqu'à une quantité à l'équilibre de 4, on voit tout simplement que cela correspond à la taxe. Taxe, bien évidemment, perçue par les pouvoirs publics. Et on voit qu'on a également un petit bout de triangle qui vient d'apparaître. Ce triangle, c'est ce que l'on appelle techniquement la perte sèche. Cette perte sèche est importante effectivement parce que finalement, c'est à cause d'elle que l'on aura un surplus de la collectivité qui sera plus faible quand les pouvoirs publics vont instaurer une taxe. Donc on voit bien finalement que les gains à l'échange sont plus faibles quand les pouvoirs publics interviennent.